Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est au collège que le déterminisme social a l'impact le plus fort, car c'est le moment où les jeunes font leur choix d'avenir en se basant sur leur environnement immédiat. C'est donc par lui qu'il nous faut commencer et c'est de lui que peut venir une partie de la solution. Voilà ce qu'écrivait Johanna Legru en 2023 dans Le Monde. À quelques jours des épreuves écrites du brevet des collèges, on en parle du collège avec elle. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur la mythologie nordique. Question du jour, pourquoi les saumons sont-ils effilés au niveau de la queue? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier, sujet du cours particulier du jour, un anniversaire, celui des petits citoyens. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Johanna Legru, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Alliance pour l'éducation United Way. Ravi de vous revoir sur School TV. Vous étiez déjà venu notamment dans l'école du futur il y a quelques mois. Jeudi et vendredi prochain auront lieu les épreuves écrites du brevet et plusieurs milliers d'élèves auront une pensée pour votre association parce que vous les avez accompagnés tout au long de leurs années collège. Et je ne parle ici que des élèves de 3e parce que si on prend les 4 années du collège, vous accompagnez plus de 15 000 jeunes. Mais on va évidemment parler de l'enjeu spécifique du brevet. Quelques mots avant néanmoins pour faire les présentations. L'Alliance, cette Alliance pour l'éducation, elle est originale à divers titres. D'abord, j'ai dit Alliance pour l'éducation United Way. Vous revenez d'ailleurs, vous y étiez la semaine dernière, il y a une dizaine de jours des États-Unis. C'est un projet international. Alors, Alliance pour l'éducation United Way est effectivement l'antenne française d'une ONG internationale qui s'appelle United Way Worldwide. Sans rapport de gouvernance directe, néanmoins beaucoup d'échanges, de bonnes pratiques avec des collègues des États-Unis, mais pas que, d'Asie, d'Inde, de pays d'Afrique anglophone, voilà, avec lesquels on peut échanger sur les questions d'éducation et avec qui on partage vraiment le choix de l'alliance éducative, c'est-à-dire de faire ensemble, de faire marcher l'impact collectif en associant les acteurs pour que ça marche auprès des jeunes. Alors c'est quoi cette notion d'impact collectif? Je crois que ça a été étudié notamment par des chercheurs de Stanford il y a quelques années qui avaient fait un papier pour dire qu'à raison du respect d'un certain nombre de principes, ça permet de produire des résultats. Tout à fait, ça a été théorisé à Stanford. Alors c'est tout à fait original, je m'en rends compte quand je dois présenter l'association. L'idée c'est que pour qu'un programme marche et qu'il ait le maximum d'impact, il faut une structure qu'on dit structure backbone, une structure coordinatrice. Backbone, c'est colonne vertébrale. Voilà, une colonne vertébrale qui associe les différentes parties prenantes qui agissent autour d'un acteur. Alors là, il se trouve que c'est les jeunes en collège, c'est le choix qu'a fait Alliance pour l'éducation de choisir le collège, j'en parlerai plus tard. Et autour de ce collège, évidemment, il y a le collège lui-même, le personnel éducatif, les professeurs, les CPE, les parents. Et puis, il y a aussi des associations partenaires avec lesquelles on agit, qu'on choisit, qui sont spécialistes des différents sujets sur lesquels on intervient auprès des jeunes, qui sont la confiance en soi, la connaissance de soi, le vivre ensemble et la rencontre avec le monde professionnel. Vous essayez d'amener des choses que l'éducation nationale, que les programmes en tout cas, n'amènent pas, du moins pas directement, parce qu'effectivement, si on est bon à l'école, si on fait tout ce qui peut être fait dans un collège, on peut travailler sa confiance en soi, mais ça n'est pas travaillé en tant que tel, par exemple. Alors, ça va plus loin que ça, c'est que c'est même demandé au collège. On demande aujourd'hui au collège de travailler les questions d'orientation, de rencontre avec le monde professionnel. On demande que dès la 4e, les jeunes sachent vers quoi ils veulent s'orienter, mais ils n'ont pas les moyens de le faire et parfois ils n'ont pas les compétences pour le faire, parce que connaître le monde professionnel, c'est pas évident lorsqu'on a fait une carrière pour devenir professeur ou principal d'un collège. Donc on vient apporter ce programme clé en main qui leur permet justement de dérouler ce qu'on appelle le parcours à venir, qui est demandé par le ministère de l'Éducation nationale. Et ça, c'est le programme absolument. L'Alliance, elle est portée, vous parliez du monde professionnel, par des mécènes, par des philanthropes venus du monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui les anime ? Alors effectivement, c'est la 3e partie prenante et elle est essentielle, elle est au cœur du programme. Je dis souvent, c'est pas uniquement du financement, ça va bien plus loin que ça, puisque ces entreprises, ces fondations d'entreprises, ces philanthropes individuels qui nous suivent depuis des années, amènent des financements, mais également de l'engagement des salariés d'entreprise auprès des jeunes, soit en collège, soit au sein de l'entreprise, sur un grand nombre d'heures auprès des élèves, pour leur parler de leur parcours et pour, par exemple, les accompagner sur ce fameux oral de brevet. Et cette rencontre, je le disais, c'est au cœur du programme. C'est cette idée de changer de regard entre ces jeunes scolarisés dans les territoires prioritaires, puisque nous n'agissons que dans les collèges des territoires prioritaires.
REP+, tout à fait, c'est le nom donné par le ministère, et c'est collaborateurs d'entreprise. Et le changement de regard, pour nous, c'est très important, il est en 360, c'est-à-dire c'est les jeunes sur le monde professionnel, les jeunes sur un extérieur à leur environnement de tous les jours, leur quartier, et le regard des salariés sur ces jeunes, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a des parfois stéréotypes, parfois préjugés et des difficultés pour ces jeunes de s'insérer, soit de trouver un stage de troisième, de trouver une alternance, puis de trouver un emploi. Donc on essaye de travailler vraiment sur cette rencontre. Voilà, c'est quelque chose qui est au cœur justement de l'impact collectif. C'est que les trois parties prenantes, acteurs du monde éducatif, associations partenaires et collaborateurs d'entreprise puissent ensemble se rencontrer autour du jeune. Et c'est ça, l'Alliance. Je citais en introduction l'extrait d'un texte que vous aviez publié il y a 2 ans dans Le Monde. J'en cite un autre. Le manque de mixité ne permet pas de développer notre capacité d'innovation, d'adaptation, d'entraide et de résilience, qualité pourtant essentielle dans notre monde en proie aux crises et pour une jeunesse en quête de sens. Ça s'inscrit aussi par rapport au monde extérieur dans un défi sociétal. Tout à fait. Pour nous, la cohésion sociale est au cœur de notre projet, puisqu'effectivement, on voit aujourd'hui des murs se créer et s'alourdir. Quand on va au contact de ces jeunes, on voit qu'ils n'ont parfois jamais mis les pieds en dehors du quartier, ils n'ont jamais été à la rencontre d'un autre que soi, de son environnement proche. Et on voit l'inverse, comme je le disais, on a fait une étude d'impact et les salariés d'entreprise disaient à 70% d'entre eux, ceux qu'on a interrogés, qu'ils n'avaient jamais découvert ou compris la situation dans les quartiers prioritaires. Donc, c'est un vrai rôle de cohésion sociale. Et sur cette question d'innovation, oui, c'est beaucoup mon passage par les écoles d'ingénieurs aussi, où j'ai travaillé sur les questions... Vous étiez à Télécom Paris. Tout à fait, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris. Il y a aussi des beaux projets en matière de diversité sociale, de diversité. Article 1 aussi, je crois que vous êtes passé par là. C'est par là, oui. Entre autres héritière d'un projet lancé à Télécom Paris. Tout à fait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que parfois, ces étudiants qui ont un parcours très brillant pour arriver à Télécom Paris, où il y a malheureusement assez peu de diversité, ils n'ont pas cette ouverture non plus sur le monde tel qu'il est, la France telle qu'elle est, c'est-à-dire dans toute sa représentativité, et que parfois, cet entre-soi peut créer, parfois face à des difficultés que nous rencontrons tous, des problèmes environnementaux, des problèmes sociétaux, une difficulté à penser différemment, à penser autrement, et que la rencontre entre les mondes, c'est un moyen d'innovation, c'est un moyen de créativité, puisqu'on sort de soi, on va vers l'autre et le cerveau s'ouvre. Voilà. Et on essaie d'endiguer, et c'est la dernière fois que je cite cet extrait, un extrait de votre article dans Le Monde de 2023, c'est comme ça qu'on essaie d'endiguer la dérive ségrégationniste qui gangrène notre système scolaire. Vous aviez quand même eu des mots très très puissants. Oui, mais c'est le cas. Quand on va dans ces collèges, on est vraiment avec... une surreprésentation de jeunes d'origine défavorisée. On sait qu'en France, l'affectation en collège REP+ est aussi liée à une affectation spatiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixité sociale. Donc ces jeunes se retrouvent avec des jeunes qui leur ressemblent, une accumulation de problématiques sociales, une accumulation de problématiques économiques et n'arrivent pas à avoir d'optimisme pour le futur. En France, aujourd'hui, on a encore 80 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme ni certification. C'est un drame pour notre pays. Vous visez ces élèves de REP et REP+, leur taux de réussite au brevet est inférieur de 8 points. Pourquoi le brevet, c'est important particulièrement pour eux? C'est un examen qu'on regarde parfois un petit peu de haut. Pourtant, c'est une étape essentiel. En fait, le brevet, on se rend compte, qu'on est encore une fois sur le terrain, que c'est déjà le moment où quelque part les équipes éducatives baissent les bras avec ces élèves. C'est-à-dire, bon, ils n'auront pas le brevet, c'est normal, ils n'ont pas vraiment le niveau, et puis de toute façon, ils iront vers la voie professionnelle, souvent voie professionnelle décriée, alors qu'on peut y apprendre des choses formidables, tout à fait essentielles à notre pays. Et trouver des emplois fort bien rémunérés et qui recrutent. Bonne carrière, tout à fait. Et il y a un vrai sujet là-dessus. On travaille d'ailleurs avec une très belle association qui s'appelle S'orienter ensemble et qui est spécialiste de ces sujets d'orientation en voie professionnelle et qui fait un travail formidable auprès des jeunes. Et donc, c'est vrai que pour ces jeunes, quelque part, on a moins d'attentes. On a moins d'attentes qu'ils réussissent le brevet. Ça a été étudié, par exemple, par Agnès Van Zanten à l'Institut à Sciences Po, l'Observatoire des inégalités dans l'éducation, qu'il y a moins d'attentes. Il y a des stratégies d'adaptation scolaire de la part des enseignants auprès des jeunes. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous, on ne veut pas baisser les bras. On pense qu'ils peuvent tout à fait réussir ce brevet et que pour eux, c'est un motif de fierté.
Même si, après, ils vont peut-être pas s'en servir, mais en tout cas, ils auront dépasser leur sentiment d'autocensure et leur sentiment qu'ils ne sont pas capables. Alors, comment vous les aider? Je vous poserai la question juste après l'anti-sèche. On révise notre culture G. Vous avez une idée de vous de pourquoi les saumons ont la queue effilée? Pas du tout. Eh ben, Catherine Maury, elle sait. Elle va nous le dire, l'anti-sèche. Une anti-sèche nouvelle formule en ce début d'année 2025. On révise notre culture générale. Au programme toute cette semaine, la mythologie nordique. On est en partenariat avec les arènes BD. Question du jour. Pourquoi les saumons sont effilés au niveau de la queue? Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes professeur de français, vous êtes aussi autrice et scénariste de bande dessinée et vous signez L'incroyable histoire de la mythologie nordique avec Philippe Bercovici, évidemment aux arènes BD. Alors pourquoi les saumons sont-ils effilés au niveau de la queue? Alors ça remonte à une histoire dans laquelle Loki, on en parlait hier, ce personnage malfaisant, cause la mort de Balder, qui est le fils chéri d'Odin. Odin ne peut pas tuer Loki parce que c'est son frère de sang. Odin, c'est le dieu des dieux. Hein, voilà, c'est ça, c'est le roi des dieux. Ouais. Et donc ils sont frères de sang et comme on l'a dit, quand on a prêté serment, on peut pas du tout revenir là-dessus. Donc il ne peut pas le tuer, mais il va essayer de le capturer pour le torturer. Et pour échapper à Odin, Loki se métamorphose en saumon. Alors les dieux construisent... Voilà, bravo, on en fait très bien le saumon. Ouais. C'est pour le bêtisier. D'accord, oui. Peut-être qu'ils vont garder... Vous voulez pas faire saumon avec moi? Non, je voulais tout seul. On enchaîne. Et donc, ils construisent un filet. Et donc, Loki a très bien compris qu'on allait vous le prendre dans le filet. Donc, il saute au-dessus du filet. Mais ce qu'il n'a pas du tout prévu, c'est que Thor est de l'autre côté et... Sclac. Voilà. L'attrape de sa poigne de fer, parce qu'il s'agit quand même de fer. Voilà, donc Thor c'est le plus fort. Et il serre, il l'attrape au niveau de la queue et il serre. Et donc évidemment, quand le saumon Loki ressort de là, oui voilà, eh bien il a la queue beaucoup plus étroite qu'auparavant. Et c'est pour ça, nous explique la mythologie nordique, que les saumons sont ainsi constitués. Complètement dingue. Elle explique plein de choses sur la nature, la mythologie nordique. Il y a d'autres phénomènes naturels auxquels elle s'intéresse, par exemple le phénomène des marées. Et là, on retrouve notre ami Thor. On retrouve notre ami Thor. Alors, vous étiez peut-être de ceux qui pensent que les marées s'expliquent par l'attraction lunaire et l'attraction terrestre. Donc vous étiez dans l'erreur, Emmanuel. Ouais. Je vais vous dire... Je vis dans l'erreur. Vous vivez dans l'erreur. Et dans le péché. C'est terrifiant tout ça. Donc ce fameux Loki finit par être attrapé. Et donc comme on ne peut pas le tuer, on va le supplicier. On l'attache à des pierres d'abord assez tranchantes avec les boyaux de son propre fils. Ça, c'est une petite attention délicate. Oui, voilà. Et ensuite, on suspend au-dessus de sa tête un serpent dont la gueule ne cesse de dégoûter du venin à longueur de journée. Et alors, il y a la femme de Loki qui tend une coupelle pour recueillir le venin, mais parfois la coupelle est pleine, donc elle doit la vider. Et le temps qu'elle aille la vider, eh bien, Loki reçoit du venin dans les yeux, donc il hurle, il a des soubresauts. Et ce sont ces soubresauts qui causent les tremblements terrestres, les tremblements de la Terre. Et la marée, donc. Ah, et la marée, donc maintenant la marée. La marée que je voulais. Donc ça, c'est l'expression des tremblements de terre. Je me suis mélangée. Donc on a expliqué les tremblements de terre. Oui, là, on explique. Donc j'arrête d'imiter. Donc ça, c'est quand j'imite la marée, c'est tout à l'heure, c'est là, on va faire la marée maintenant. Tremblement de terre. On reprend, non, ou pas? Non, 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 bah non, on enchaîne. Alors, donc on enchaîne. Alors, les tremblements de terre. Les tremblements de terre, on a fait. La marée. Alors, la marée, eh bien, c'est donc ce fameux Thor, effectivement, qui est invité chez les géants. Et les géants lui demandent de relever un défi, le défi du plus grand buveur. Donc Thor, il a une descente phénoménale. On lui apporte une grande corne pleine d'hydromel, qu'à cela ne tienne, il va la vider en quelques rasades. Il boit goulûment, il n'arrête pas de boire. Moyennant quoi, le niveau de l'hydromel baisse à peine. Il recommence une deuxième fois, une troisième fois, rien à faire. Le niveau ne baisse pas. Pourquoi? Eh bien parce que cette corne était reliée à la mer. Et voilà. Et donc, en faisant un petit peu baisser le niveau de l'alcool, Thor a finalement fait baisser le niveau de la mer. Et donc, on a nos marées créées par Thor. Un petit dernier en 2 minutes, l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel... C'est très joli l'explication, je trouve. Mais oui, c'est un pont. Ce n'est pas du tout un effet optique créé mais non, par n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, ça, c'est une erreur totale. Vous êtes copine avec vos collègues profs de physique et toutes ces choses-là? On a un petit peu quelques conflits. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, l'arc-en-ciel, c'est un pont qui relie le monde des dieux, Asgard, au monde des hommes, Midgard. Et ce pont, d'ailleurs, est assez brûlant, donc seuls les dieux peuvent le descendre, parce que sinon, on se brûle les pieds.
Et il est veillé par le veilleur des dieux qui s'appelle Heimdall et qui a l'ouïe si fine qu'il entend la laine pousser sur le dos des moutons. Oh, extraordinaire. Et ça, c'est l'arc-en-ciel. Pour en savoir plus, merci beaucoup, chère Catherine. Vous lisez cette incroyable histoire de la mythologie nordique. On se marre en le lisant. Si vous saviez, à chaque case, quasiment, il y a des gags. Il faut le lire lentement. Et c'est Philippe Bercovici qui est au dessin. On se retrouve, Catherine, une dernière fois demain, pour cette semaine en tout cas, pour répondre à la question suivante. Quelle technologie de communication tient son nom du roi viking Harald? Grand oral, la suite. Johanna Legru, déléguée générale de l'Alliance pour l'éducation United Way, invitée du Grand Oral de la quotidienne aujourd'hui, à quelques jours des épreuves écrites du brevet des collèges. Mais vous, c'est vraiment plutôt sur l'oral que vous avez aidé cette année à travailler. Vous dites que pour les élèves de REP, ça fait vraiment partie des grandes inégalités, l'accès à l'expression orale. Très concrètement, les ateliers qui sont organisés, qui sont animés, il se passe quoi ? Eh ben, tout simplement, les jeunes viennent avec leur préparation au brevet. Pour ceux qui se rappellent avoir accompagné peut-être leur enfant ou des proches à la préparation au brevet, on doit rédiger un dossier avec un certain nombre de pages. Donc là, ils viennent et puis face à eux, des salariés prennent le temps de les écouter, de leur donner des conseils sur la façon de s'exprimer, sur le contenu, sur ce qu'ils pourraient faire mieux, sur le savoir-être et le contenu. Et c'est vraiment formidable. J'ai le souvenir d'un jeune qui s'était exprimé lors d'un de nos événements, qui lui était dyslexique et qui, grâce à cet accompagnement, a réussi à avoir son brevet. Donc c'est vraiment quelque chose pour lui qui était un dépassement de soi. Beaucoup d'insistance, vous venez de le dire, et c'est pas seulement vrai du travail que vous faites autour du brevet, c'est plus généralement la manière dont vous les suivez tout au long des années collège, autour d'un programme, le grand programme de l'Alliance qui s'appelle Défi Jeunesse. Tout à fait. Nous, notre idée, c'est que on ne peut pas faire des interventions ponctuelles. Et ça rejoint l'idée de l'alliance collective pour l'impact. C'est-à-dire qu'on pense que ces jeunes, ils entrent très souvent en 6e avec un retard en matière de lecture, écriture et mathématiques. Il est essentiel de commencer dès la 6e à travailler avec eux sur les questions de confiance en soi, de motivation à être à l'école, d'accrochage scolaire. Alors voilà, je voulais vous interroger là-dessus. On parle tout le temps de décrochage. Et vous, dans tous vos documents, accrochage. Ah ben nous, on choisit l'optimisme. Ouais, c'est ça. C'est une règle pour nous, si vous voulez. Quand on travaille dans ce secteur, on ne peut pas baisser les bras. Ouais. C'est impossible. Et puis, quand on travaille avec des jeunes, on ne peut pas baisser les bras parce que la jeunesse a toujours ce dynamisme, cette fougue. Et puis, je le disais récemment, elle trouve ses solutions. Moi, je suis persuadée qu'une partie de la solution, elle est chez eux. Nous, on va leur ouvrir la porte, on va donner l'étincelle. Mais la solution, elle vient à chaque fois de chaque génération. Il est essentiel de ne pas baisser les bras. Elle vient des générations, elle vient aussi des individus. Vous partez, si j'ai bien compris, quand vous les accompagnez de la 6e à la 3e, beaucoup de l'élève, de l'établissement aussi, mais beaucoup de l'élève, c'est le contraire d'un programme conçu par le haut, en fait. Tout à fait. Nous, notre idée, c'est vraiment de tester des choses avec des approches pédagogiques plutôt interactives. Et je voudrais juste revenir sur la question de l'oral dont vous avez parlé. C'est vrai que la France est un peu en retard sur cette question-là. On se rend compte que ce classement PISA, qui n'est pas formidable de la France, quand même dans le dernier quart des pays de l'OCDE, il est entre autres dû au fait que la pratique orale est très faible dans le système scolaire français. On privilégie vraiment l'écrit. Or, on passe à côté vraiment de profils qui sont excellents à l'oral. Et particulièrement, nous, on l'a remarqué, c'est pas une projection, on l'a remarqué sur le terrain, dans ces quartiers prioritaires, on a des jeunes qui ont une tchatche à l'oral, une capacité à parler en public. Si on la met en avant, si on l'entourage, c'est quelque chose qui va complètement transformer le parcours du jeune. Complètement transformer. Ils hésitent parfois à mettre en jeu, à mettre en scène quand c'est dans le cadre scolaire. Tout à fait, parce qu'on va plutôt leur dire « tais-toi, tu fais trop de bruit, t'es trop... » Alors que c'est quelque chose qu'il faut canaliser. Oui, c'est ça. Canaliser. Donc c'est pour ça qu'on commence dès la 6e et qu'on commence en groupe classe. Très important aussi dans notre programme, c'est cette logique du collectif, du vivre ensemble. Moi, j'ai travaillé, vous le disiez, chez Article 1, donc sur ces questions de Article 1, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, mais association de mentorat individuel, fusion de deux... Tout à fait, de deux associations qui existaient préalablement. Tout à fait. Et très belles histoires de trajectoires individuelles. Mais l'expérience m'a prouvé que les trajectoires individuelles positives ne peuvent trouver leur rayonnement que dans un parcours collectif positif. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est encore trop décorrélé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est encourager les potentiels individuels dans le collectif, puisque ça tire tout le monde vers le haut. Parce que ce qui a été étudié aujourd'hui par les sciences sociales, c'est que dans ces quartiers-là, on a des effets de pair négatifs. C'est-à-dire,
je vais voir que j'y arrive pas très bien, je vais voir qu'autour de moi, ils y arrivent pas très bien non plus, je vais voir à l'extérieur que les situations professionnelles ne sont pas toujours... pas géniales. Voilà, et je vais me dire, ça sert à rien, je laisse tomber. Oui, c'est ça. C'est un peu comme pour les enseignants ou enseignants, à un moment donné, on baisse les... C'est la même chose pour les enseignants. Alors, je dois quand même amener un bémol là-dessus. J'ai rencontré des enseignants depuis que je déploie ce programme incroyable, particulièrement en REP+, qui restent plusieurs années et qui ont beaucoup de confiance pour leurs élèves. Donc, mais aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur un parcours progressif et à aucun moment, je dis toujours, il faut tisser une toile autour d'eux. À aucun moment, ne leur donner la possibilité de se dire non, l'école, c'est pas pour moi, ou l'école, c'est pas là que je vais me réaliser, j'ai pas ma place, etc. Et sortir de l'école, on a parfois des jeunes qui décrochent en fin de 6e, 5e. C'est pour ça qu'on commence ce programme dès la 6e. Dès la 6e. C'est extrêmement important. Dans le monde de l'entreprise, on dirait que vous avez établi votre proof of concept, c'est-à-dire la preuve que ça marche. Le temps de la généralisation pourrait être venu. Pour ça, il faudrait peut-être que l'Éducation nationale prenne le relais financièrement ou au minimum vous donne des agréments. Je regardais vos documents. Vous dites qu'il y a 15% de financement public seulement pour l'Alliance pour l'éducation, dont des financements européens, ce qui ne laisse pas beaucoup pour l'État. Aujourd'hui, c'est vrai on se retrouve face à une difficulté d'obtenir des financements publics parce qu'ils baissent, tout simplement. Il y a déjà cette question-là. Nous, on est pas mal financés par des cités éducatives, qui est un super programme qui avait été lancé en 2018. Donc, on essaye de travailler vraiment avec les cités éducatives, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'avait pas l'accompagnement des partenaires privés, on aurait beaucoup de mal à déployer ce programme. C'est une vraie question. Quel est l'investissement que l'État veut faire dans ces quartiers prioritaires et dans l'éducation dans ces quartiers prioritaires? Encore une fois, je le dis, on va passer à côté des talents, on va passer à côté de la possibilité que ces talents rencontrent d'autres talents et que la mixité sociale crée ses effets positifs avec de l'innovation. Et ça, c'est un drame pour le pays. Et on va passer à côté de cet objectif qui est le vôtre, qui est celui de construire un nouveau récit pour notre société. C'est quoi ce nouveau récit? Tout à fait, c'est un récit dans lequel effectivement chacun amène le fruit de son vécu, le fruit de son histoire, et grâce à un accompagnement scolaire qui lui permet, encore une fois, de mieux se connaître, de se sentir à sa place dans un ensemble, de connaître les opportunités qui s'offrent à lui dans le monde professionnel, de comprendre son environnement, de pouvoir donner le meilleur de lui-même dans cette société. Et c'est ce qu'on rêve pour chacun de nos enfants. Et c'est ce qui fait qu'un pays est dynamique. C'est que chacun amène quelque chose, une pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on a une majorité de ces jeunes qui pensent être inutiles pour la société. Les cités éducatives, bonne initiative au sens où elles permettent de fédérer les énergies sur le terrain. On est en plein dans votre idée d'impact collectif. Moins bonne initiative quand elles se contentent d'être une promesse et qu'elles ne financent pas suffisamment. Néanmoins, vous dites on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la seule façon d'imposer la mixité, c'est finalement de réussir dans ces établissements, de les rendre attractifs. La mixité par la contrainte, on essaie de mélanger, etc., ça ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Il y a des expériences qui ont quand même très bien marché et qui sont parties d'une contrainte. Je pense à Toulouse, les expériences qui ont été menées à Toulouse de jumelage dans les établissements parisiens aussi, ça plutôt c'était... Tout à fait, dans le 19e et 20e, ou 18e et 19e, tout à fait. Donc il y a quand même des choses qui marchent, et parfois il faut une petite contrainte au départ. Mais c'est vrai qu'on est sur des territoires où ne serait-ce que la question du transport, qui est une vraie question pour des enfants de 12 ans, est réglée. Et que la question de la mobilité, là... Elle est fondamentale. Voilà, par exemple, ce qu'on appelle le busing, ça ne marche pas en France. C'est un vrai sujet sur une ville comme Marseille, par exemple. Oui, où les transports sont très complexes. Après, il est vrai que nous, on ne veut pas que l'idée soit, il faut que tous les jeunes de quartiers prioritaires arrivent à sortir de ces quartiers pour aller... C'est faux. Dans ces quartiers, il y a plein de richesses, il y a plein de choses à apprendre. Et il y a un collectif... amener d'autres richesses à l'intérieur de ça. C'est plutôt revaloriser, c'est ce que je disais effectivement dans cet article, il faut plutôt revaloriser l'image du collège dans ces quartiers REP+, dans lesquels, encore une fois, des histoires de vie se croisent qui sont tout à fait riches et passionnantes et qui peuvent mener à l'expression de talent. Johanna, j'ai une dernière question. Vous, qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à vous engager sur ces enjeux-là? Vous avez cité article 1, vous avez cité ce que vous faisiez chez Télécom Paris pour avoir regardé votre
profil LinkedIn, je sais qu'il y a eu d'autres engagements depuis quelques années. D'où ça vous vient? Je vais le dire très personnellement, je viens d'une famille de ce qu'on appelle les transclasses, c'est-à-dire que ma famille sans l'école n'aurait pas réussi à avoir cette croissance sociale, si on peut dire. On dit qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Dans ma famille, c'est 4. Donc merci aux personnes qui m'ont précédé, m'ont permis de pouvoir faire des études, d'aller jusqu'au bac+5, ce qui a été pour moi une joie d'apprendre, une joie de m'émanciper. Et voilà, et je pense que chaque être dans cette société a le droit d'avoir les mêmes opportunités. Et je pense aussi que chacun, avec sa part de culture, a quelque chose à amener pour cette société. Johanna Legru, merci beaucoup. L'Alliance pour l'éducation, United Way. Vous avez quel âge d'ailleurs, l'Alliance pour l'éducation? Alors, c'est une fusion de 2 associations, mais exactement 7 ans. Allez, 7 ans. Ouais. Eh bien, les petits citoyens ont 20 ans. On leur souhaite bon anniversaire ensemble? Très bon anniversaire. Allez, cours particulier, Marie-Olivier. Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour un cours particulier dédié aujourd'hui à une association qui existe depuis plus de 20 ans, les Petits Citoyens. Exactement, les Petits Citoyens fait partie du programme de la fédération Léo Lagrange. Enfin, c'est un des programmes. Cette fédération a été fondée dans les années 50 par Pierre Mauroy. Et elle est vraiment actrice de l'économie sociale et elle œuvre pour l'éducation populaire dans les champs de la petite enfance, de l'animation et de la formation. La fondation Léo Lagrange est reconnue... La fédération, est reconnue d'utilité publique et elle vient en complément des activités de l'éducation nationale. Depuis 2001, les Petits Citoyens sont aussi reconnus par l'éducation nationale pour la qualité de leur contenu pédagogique, puisqu'ils bénéficient de l'agrément de l'éducation nationale. Que propose donc ce programme des Petits Citoyens? Alors en fait, ils ont un but, c'est de faire en sorte que les enfants de 7 à 11 ans deviennent des citoyens actifs dès le plus jeune âge, en passant par des outils pédagogiques de sensibilisation et de médiation. Les Petits Citoyens ont 3 grands axes de travail. D'abord, sensibiliser à la citoyenneté et aux enjeux sociétaux. Ensuite, mettre en œuvre ou aider à la mise en place d'actions de prévention et de sensibilisation. Et enfin, initier des débats entre les enfants, mais aussi des débats dans les familles et dans les communautés. Les petits citoyens peuvent intervenir en classe, mais aussi dans des centres sociaux ou des centres de loisirs, par exemple, des accueils de loisirs. Concrètement, Marie, de quoi on parle avec les enfants quand on dit citoyenneté, enjeux de société? On aborde tous les sujets? Alors, au début de l'aventure, en 2001, les petits citoyens s'intéressaient plutôt à l'éducation aux médias. Donc, ils ont lancé un journal qui existe toujours d'ailleurs. C'est un journal numérique qui sort tous les lundis. Et depuis, les thèmes se sont vraiment diversifiés. Ils ont notamment fait des choses sur le harcèlement scolaire, pas mal de contenu pédagogique là-dessus, l'égalité filles-garçons, le cancer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de nombreuses ressources qui sont disponibles sur leur site, comme des vidéos ou des activités ludiques et interactives dans lesquelles les enseignants peuvent piocher. Et puis les petits citoyens, c'est aussi une bande de 5 copains. Oui, c'est ça. Copines. Exactement. Ça incarne les petits citoyens. Il y a 5 enfants. Agathe, la rebelle de 9 ans. Arthur, 11 ans, aventurier. Sa petite sœur de 7 ans, petite Marianne, qui suit ce que font les grands. Gary, 8 ans, qui rêve de devenir astronaute. Et Sarah, c'est la militante du groupe, elle a 10 ans. Ils ont aussi un chien, Choum, exactement, ouais. À l'écran. Et les enfants peuvent vraiment faire la rencontre de ces joyeux personnages de BD sur le site des petits citoyens et partout dans les supports qu'ils utilisent. Ils suivent leurs histoires, ils peuvent suivre leurs interrogations, leurs doutes, leurs échanges. Ils peuvent même écrire à chacun des personnages. Donc on peut choisir d'écrire soit à Arthur, soit... Peut-être pas à Choum, mais à Sarah. Ça crée de l'intérêt, de l'adhésion. Il y a un espace dédié aux enfants sur le site. Ils ne peuvent pas seulement écrire, il y a d'autres choses. C'est ça, il y a un espace adulte et un espace enfant. Dans l'espace adulte, on trouve des ressources pédagogiques. Dans l'espace avant, ces fameuses vidéos. On trouve aussi des jeux en ligne sur le handicap ou l'égalité filles-garçons. Les enfants peuvent aussi s'inscrire gratuitement pour recevoir l'hebdo dont je vous parlais en ligne. Aujourd'hui, il y a 52 000 abonnés. Et fin mars, par exemple, le journal était autour de la journée internationale du zéro déchet qui se tenait le 30 mars. Donc cet hebdomadaire contient des articles qui sont écrits directement par les personnages. Donc, par exemple, Arthur, il va écrire un article sur cette journée du zéro déchet. Agathe et Arthur vont interagir sur les gourdes réutilisables qu'ils utilisent. Enfin, il y a plein de choses différentes comme ça, plein de formats. Et vous venez de le mentionner rapidement, mais les adultes peuvent également s'informer sur ce site. C'est ça. Il y a des interviews d'experts sur des thèmes comme la psychologie, les bienfaits du sport ou encore la manière de parler des actualités violentes avec ses enfants. C'est donc à destination des enseignants, mais aussi des personnels des milieux scolaires et périscolaires et des parents. Un catalogue en ligne est aussi disponible avec plein de ressources pédagogiques, des jeux par exemple sur l'éducation aux médias ou des kits pédagogiques sur les élections, sur l'estime de soi ou encore sur le vivre ensemble. Ce qui fait autant d'outils extrêmement intéressants à utiliser. Il faut donc aller sur le site internet des petits citoyens pour avoir toutes ces infos. Absolument, en se rappelant que la démarche est fondée sur 4 principes.
D'abord, l'expérimentation. En fait, ils offrent des ressources à des établissements scolaires. Il y a 500 lieux d'expérimentation. Une pédagogie qui est active. C'est vraiment l'enfant qui est acteur de ces apprentissages. On en parle souvent dans cette chronique, d'ailleurs. Une démarche pédagogique qui vient en appui des enseignements qui sont déjà existants, avec des outils complémentaires et des supports divers pour que chacun y trouve son compte. Chaque jour, il y a 60 000 enfants qui sont sensibilisés à ces questions citoyennes avec les petits citoyens dans plus de 480 collectivités partenaires. Voilà, il faut continuer l'effort parce que c'est important, cette citoyenneté active. Merci beaucoup, Marie, pour ce cours particulier. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.